Oui, donc on va continuer effectivement sur la question de l'irrévérence. Il manque encore peut-être un intervenant. On va vraiment continuer sur les pouvoirs du rire. Voilà. Donc tout le monde est là. Et donc sur justement ce que disait Alain, donc la question d'un lieu ressource, d'une joie partagée qui est en soi effectivement une caractéristique du cabaret et de se faire communauté, faire cabaret, et voir un petit peu parmi toutes les approches du cabaret différentes que vous avez, aussi ces différents registres du rire et la question de l'adresse, effectivement des publics, les cibles du rire, pour qui, pourquoi on fait rire, avec effectivement la question qui vient tout de suite après, c'est jusqu'où on peut rire. Est-ce qu'il y a des limites, des formes d'autocensure? Est-ce que la question du consentement du public fait partie aussi de vos approches, de vos pratiques dans la prise de conscience sur le cabaret actuellement? Donc on va essayer d'aborder un petit peu tous ces sujets autour de cette irrévérence dans ses rapports au rire et aux politiques, avec voilà, une belle table aussi d'invités pour cet après-midi. Avec Corinne François Denève, donc, qui est professeure d'université et membre du collectif RIRE, qui est un collectif de recherche interdisciplinaire sur l'humour et le rire. Otomo de Manuel, donc, qui est artiste et performeur de la scène prospective et underground. Angèle Nico, qui est issue de la scène chorégraphique et qui se produit dans de nombreux cabarets à Paris et en Belgique, et elle est programmée au Manège cette saison, où elle s'est produite d'ailleurs samedi dernier dans les Banilons de Jean Biche. Nadège Piton, qui est artiste et performeuse et qui évolue entre autres sur la scène burlesque sous la créature de Levania. Et Covarea, artiste aux multiples facettes, connue notamment sous le nom de Brenda Moore et actuellement en tournée avec le cabaret de Madame Osbachung dont on a parlé ce matin avec Fanta. Alors Koba, justement, je voulais qu'on commence avec toi sur la question de la dimension effectivement libertaire, ou comment en fait cette question du rire et cette grande liberté artistique dont on a parlé depuis le début de cette rencontre, comment tu l'avais rencontré effectivement au cabaret, parce que tu as circulé dans différents styles de cabaret, du plus traditionnel au plus radical. Donc en quoi effectivement le cabaret est pour toi un espace de liberté et peut-être voire plus libre qu'ailleurs, que d'autres scènes? Alors oui, bonsoir, bonjour. Je ne sais plus si on est le soir ou le matin, je ne sais plus, je suis un peu déphasé. Oui, un espace de liberté, premièrement, effectivement. C'est un espace d'expérience, c'est un espace où on peut expérimenter une autre façon d'être. Donc c'est vraiment la liberté de dire, de faire, d'être et de partager aussi. Parce que, alors le degré, comme tu disais tout à l'heure, concernant est-ce qu'on peut tout dire, et ça dépend du public qu'on a devant soi et de ce qu'on a créé avec le public. C'est pas du cabotinement, on ne force pas les choses. On se rend compte qu'il y a une possibilité, et il y a une voie qui s'ouvre et on l'utilise pour soulever des choses, soit pour rire de la vie, soit pour se moquer de soi-même, justement, parce que rire d'abord, c'est une réaction chimique, et c'est une réaction de dépasser les problèmes. Enfin, en fait, voilà, on s'expose à des situations et des moments, des situations très humains et des trucs très, très burlesques. Tout ça est très mélangé. En fait, on crée un état d'âme. En fait, le cabaret, c'est un endroit où on peut créer un état d'âme qui inspire la liberté. Voilà. En fait, c'est une façon d'être qui finit par qui se communique. Au début, les gens, ils sont dans un espace, ils perdent leur espace vital parce qu'ils sont tous serrés. Il se passe des choses qui font qu'on se détend, on se sent touché et concerné par ce que l'artiste déclenche, et ça crée un état d'âme. Et c'est ça qu'on rapporte à la maison. Jean-Marie Rivière disait, si le public ne ramène rien à la maison, c'est à toi de changer ton truc. Alors, des fois, ce n'est pas quelque chose de concret, mais c'est une impression, un état d'âme qui donne envie d'être libre, en fait, qui met sur la voie de quelque chose. Voilà, donc on travaille pas pour un résultat. Donc on s'aventure dans quelque chose qui des fois amène sur une sphère qu'on n'attendait pas, quoi.
donc cette dimension effectivement expérimentale où effectivement on peut essayer des choses. Oui, Est-ce que ça, par exemple, effectivement, Angèle, tu pourrais, parmi voilà, les exemples ou les projets artistiques que tu as traversés, est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, de propositions en tant qu'interprète, en tant qu'artiste, que tu aurais voilà, fait sur une scène de cabaret, mais que tu n'aurais voilà, pas osé faire ou pas pu faire ailleurs dans un autre cadre performatif, ou voilà, revenir sur cette dimension, en tout cas libertaire, ce sujet-là qu'on vient d'aborder avec Kova? Si je réponds que non, ça ne va pas être suffisant. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais par contre, si tu peux le développer un peu, bon. bah ouais, bah, c'est une réponse. On peut tout faire. Non, non, je plaisante. Moi, personnellement, faire des choses que je n'aurais faites que au cabaret et pas ailleurs, ou que j'aurais pas vu ailleurs, je comprends pas la question. Sur la partie peut-être expérimentale, tu vois, sur le côté processus, cette scène peut-être qui accueille aussi une plus grande possibilité pour essayer des choses, prendre des risques. Je pense pas que ce soit plus grand, plus petit. Je pense pas que ça fasse partie de ce vocabulaire-là. Je remercie les deux conférenciers là parce que ça a ouvert un peu des portes pour justement le vocabulaire de maintenant. En fait, quand tout à l'heure on disait on peut le faire à Bercy, pardon Jérôme, mais non, on ne peut pas le faire à Bercy. Moi, je suis d'accord avec Hervé du Cirque électrique et je suis d'accord. Ça a résonné en moi ce que disait Vaillant et ce matin Philippe. En fait, le cabaret, beaucoup on a parlé des lieux, le Chat Noir, le machin. Maintenant, en ce moment, c'est le Cirque électrique, c'est la Bouche, c'est la Barbichette, c'est je sais pas, les cavernes. Enfin, il y a tellement de lieux. Je suis désolée, je donne des exemples parisiens parce que je suis très parisienne. Mais par exemple, moi qui viens du collectif des Banilons, nous, notre difficulté, c'est de trouver une baraque, trouver un lieu. Et les lieux sont super importants parce que c'est là où on se dit, OK, entre nous, entre artistes, on se dit, là, on peut le faire. Parce que ce cabaret ouvre la porte plus à des dragues, parce qu'on parlait des dragues tout à l'heure. Voire, ils ont des soirées spéciales drague ou des soirées spéciales plus lecture. La Barbichette, c'est plus sur de la musique, plus performatif, plus burlesque, etc., etc. Moi, je sais que j'essaye, quand je me mets aucune barrière, par contre, je ne vais pas frapper à n'importe quelle porte. Ça ne sert à rien d'aller frapper à une porte où le médium principal, c'est le chant. Ou alors vraiment, là, c'est pour faire chier, parce que vous allez vraiment avoir les oreilles qui saignent. Mais cela dit, pourquoi pas? Mais non, s'interdire des choses, oh là là, non, on s'interdit déjà tellement de choses. Mais par exemple, justement, la question du cadre de travail ou de bienveillance ou la question du collectif avec qui tu travailles, c'est quelque chose d'important qui Pour est moi, plus propice. Oui. Donc, est-ce que tu peux, par exemple, revenir sur l'expérience toute fraîche là, qui a eu lieu samedi dernier avec les Banilons? Est-ce que c'est un endroit voilà, où tu arrives à développer? Est-ce que tu as pu voilà, perfectionner peut-être ton jeu et avoir une plus grande liberté dans l'exploration de la scène, enfin voilà, plutôt sur cette dimension-là tu parlais par exemple dans nos réunions de la dimension du rapport au temps. C'était pas pareil de faire un numéro pour du cabaret que pour penser un processus de création sur une mise en scène plus longue. Et du coup, il y avait un espèce de moment de fulgurance qui permettent de tester des choses. Enfin, disons que ce rapport au temps, en tout cas pour les solistes, ça me paraît un peu évident. Moi, je suis principalement soliste, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le rapport au temps, en tout cas, c'est plus spontané. Mais ça revient exactement à la même, au même processus de ce qu'on disait. Voilà, ça vient des bars ou des goguettes ou je ne sais quoi. Il y a quand même une idée festive de profiter tout de suite du plaisir immédiat, etc., etc., etc. Et donc le temps n'est pas le même.
Et rien n'est le même en plus, parce que même si on va vers quelque chose qui n'est pas spécialement codifié, ça l'est quand même, on ne va pas se mentir. Et un numéro, c'est 4-5 minutes, au-delà, on se fait chier, ou au-delà, c'est compliqué, ou au-delà, vos partenaires vous disent « Oh là là, tu fais plus de 5 minutes, mais normalement, non, on fait 5 minutes. » Bon, voilà, et on ne veut pas prendre trop de temps. Bon, bah, enfin, tu essayes de cadrer le truc. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et après, si on veut parler du rire, c'est pareil qu'on est un peu là pour ça. Je sais pas, en tout cas, au cabaret, c'est immédiat, surtout quand on est dans la satire ou quand on va. Parce qu'il y a, si c'est un commentaire politique ou si c'est maintenant, c'est l'actualité. C'est pas. Bon, moi, je veux bien rire sur De Gaulle. Mais on va pas être nombreux ou on va être très nombreux, mais pour d'autres raisons. Si on rit de, je sais pas, est-ce que Brigitte Macron est un homme, une femme? Bon, moi, ça me fait pas rire, mais ça peut en faire rire plein. C'est maintenant. Il faut battre le fer quand il est chaud, sinon ça n'a pas de. Voilà. Je sais pas si ça répond très bien à la question, mais enfin, sur la question des actualités, en tout cas, et de cette porosité du cabaret. Oui, moi, j'en sais rien. C'est toujours plus facile de parler des autres quand je vois, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Moi, j'ai failli aussi dire ce soir. Mais quand je vois le travail de David Noir, par exemple, je ne sais pas si vous situez, bon, qui travaille aussi à la Barbichette, bah, lui, il est tout le temps entre. Ça touche toujours ça touche souvent, en tout cas, l'actualité, quoi. Bon, il fait l'abbé Pierre. Heureusement qu'il l'a fait déjà il y a 15 jours. Sinon, c'est trop tôt, trop tard. Mais oui, donc aller faire l'abbé Pierre dans un spectacle de théâtre qui sera monté dans 6 mois. Bon. Mais c'est pas plus ou moins intéressant. C'est différent. Voilà. Alors, on va continuer peut-être à aborder justement cette question des matériaux et puis des gestes, cette irrévérence. Donc là, tu parlais de l'actualité, puis d'un exemple d'un artiste. Voilà, Nadège, justement, ce rapport à l'irrévérence par le biais du burlesque, dont on a voilà, un petit peu parlé là de façon théorique, et notamment cette notion de dérision. Hein, comment tu parles du geste de l'effeuillage comme pastiche. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ton rapport à ce geste-là Alors, moi, j'ai pris quelques notes. Je suis désolée, parce que, ouais, voilà. Ma réponse par rapport à ça, ce serait... en fait, je suis revenue au terme dérision et au terme désidération. Parce que je fais partie d'un projet qui s'appelle Désidération, où je joue le personnage de Lévania, et en fait, anyway, je reprends, excusez-moi, je me suis embrouillée. En fait, entre dérision et désir, il y a une lettre de différence, le R et le S. Donc, entre désidérer et déridérer, c'est un peu la même chose. Et moi, ce que j'avais envie de dire, en fait, c'est que le cabaret, c'est peut-être l'endroit du entre. C'est l'endroit où il n'y a pas de binarité, il n'y a pas vraiment d'opposition. On joue des clichés, on joue des stéréotypes, mais on bascule d'un masque à un contre-masque. Dans mon expérience, j'ai joué dans du New Burlesque où j'incarnais un personnage, Miss Purple, qui était une catholique très coincée et qui finalement, son contre-masque était très attiré par la chose. Et puis, dans un autre registre, un autre personnage, je joue Lévania, qui est plutôt la voix du cosmos et qui joue sur qui est plus dans l'effeuillage traditionnel. Et entre le burlesque et l'effeuillage traditionnel, finalement,
Il n'y a pas d'opposition entre tout ça. J'ai superposé les codes, j'ai joué de tous ces masques. Et dans ce cabaret, c'est finalement comment on fait passer le public d'une émotion à une autre, comment nous, on jongle en fait d'une émotion à une autre, et où finalement l'irrévérence, on peut se permettre, dans un contexte safe de cabaret qui est en one-shot, d'amener des jeux, de tous partir pour une expérience qui se joue une seule fois. Et voilà, je ne sais pas, je me suis un peu embrouillée, je ne sais pas si je suis très claire, mais ok. Voilà, et pour moi, donc l'effeuillage, ce n'est pas incompatible avec la dérision, au contraire, et qu'au cabaret, c'est ce lieu-là qui est le lieu de liberté, comme tu disais, d'indistinction, de non-binaire, d'interlope, d'érotico-comique. Voilà. Ouais, donc là, c'est intéressant dans le point de vue de l'adresse, en fait, et donc la question de la cible de cette irrévérence, et on revient toujours à cette question du public et de la fonction, effectivement, de cette performance et de toujours se faire cabaret. La question, justement, de la subversion, elle est importante. On a parlé du point de vue poétique ou politique. Comment justement tu abordes cette question, Otomo, de la subversion dans ton travail, et notamment à travers l'exemple dont tu m'as beaucoup parlé, le fantastique cabaret noir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour ceux qui ne connaissent pas? Ça marche. La subversion. Je préfère la subversion que le rire, parce que je ne me sens pas trop concerné sur la question du rire. Alors du coup, c'est pas mal, mais malgré tout, sur la question de la subversion, je vais dire que ce qui est un peu une constante dans à peu près toutes les démarches artistiques que j'ai, c'est la question du trouble. C'est-à-dire que la subversion, ce matin, j'ai entendu 2 fois le mot messe. Alors paradoxalement, moi j'ai un problème avec la question, j'aime pas aller à la messe. J'aime pas aller dans un endroit où on va penser à ma place ou me dire comment je vais penser. Et ça peut être d'ailleurs le problème du cabaret aussi, d'une certaine façon, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'entre-soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jeter des troubles. Et jeter des troubles, le cabaret est un des médiums avec lequel je jette des troubles, et un trouble assez particulier qui va être politique en soi, parce qu'un des premiers troubles que j'essaye de générer, qui est inhérent, comme l'a dit Alain Vaillant, à la dynamique du cabaret, c'est le trouble du désir. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais un cabaret, ou que je monte un cabaret, indépendamment de toutes les autres choses que je peux avoir envie de dire, c'est déjà que le spectateur le mette dans un contexte. L'alcool nous aide, hein, il faut l'avouer. Donc, si possible, s'il y a une possibilité de boire et de festoyer et de s'encanailler, c'est bien. Et que le public, petit à petit, va se retrouver confronté à des choses où, en fait, il va perdre énormément de repères. Et pas que sur des questions de fluidité de genre, etc. Mais c'est-à-dire réussir à susciter du désir généralisé dans une dynamique très dionysiaque, comme disait Alain Vaillant tout à l'heure. Ça m'intéresse. Voire même orgiaque, si on peut continuer la nuit tous ensemble, j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est ce trouble-là qui m'intéresse. Alors, il s'avère qu'en essayant de générer ce type de trouble dans le cabaret, des fois je fais rire, mais c'est complètement à mon corps défendant, parce que je ne cherche pas du tout à faire ça. Et donc voilà, donc c'est ce trouble-là. Alors après, sur la question du fantastique cabaret noir, ben, c'est la même chose. En fait, c'est parti de 2 anecdotes. À la base, une personne qui a fait un blackface dans le Sud il y a une dizaine d'années pour essayer, alors c'était pas forcément d'un bon goût, mais qui a pour pasticher, pour faire un hommage en plus, on va dire, à Joséphine Baker, a fait un blackface. Mais alors, ce qui m'a vraiment... alors qu'elle ait fait un blackface, alors que je suis franco-américain et je ne vais pas faire mon historique, mais je suis assez en place sur les questions de ségrégation, etc. Ça ne m'a pas trop choqué. Ce qui m'a choqué, c'est l'embrasement derrière,
d'une communauté qui est venue directement, vraiment c'était hyper violent, et je me suis dit tiens c'est rigolo, et en plus que des blancs, alors du coup j'étais dit tiens c'est rigolo, parce qu'il y a quand même des cabarettistes noirs dans le sud, à commencer par Mika Rambar, je me dis tiens ils réagissent pas, mais en tout cas, mais d'une violence incroyable quoi. Mais au fond, moi, des blackface, par exemple, j'en vois tout le temps à la télé en permanence, ça choque personne. Il y a pas mal d'afro-descendants dans la communauté cabarettiste qu'on ne voit pas beaucoup sur les plateaux. Et en même temps, d'un seul coup, sous prétexte que Guy Georgestein a pris comme cible du cran la question du blackface, d'un seul coup, c'est haro sur le baudet, sur le blackface. J'ai dit, OK, ça m'intéresse, mais alors on va poser le problème sur la table. Je vais monter le Fantastique Cabaret Noir où il n'y aura que des afro-descendants. Il y avait une seule cabarettiste blanche, c'était Luna Moka, qui arrivait à la fin des îles avec des cocotiers, tout ça, machin, super contente. Et pour le reste, il y avait 8 afro-descendants, 2 asiatiques, et ça s'appelait le Fantastique Cabaret Noir. Et effectivement, sur l'affiche, je me suis mise en blackface. J'espérais bien que Guy Georgestein allait réagir, ce qu'il a fait. Il l'a fait le soir de la première au Cirque électrique. Et on a eu une longue discussion qui a donné lieu derrière à ce que j'écrive un texte sur ces questions-là. Parce que, effectivement, cette idée de la rébellion convenue, d'un entre-soi, de gauche, bien pensant, tout ça, c'est génial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va au-delà de ça et dévoiler ça. Et le cabaret me permet de dévoiler ça, sous toutes ses formes. Et comme je ne cherche pas à rire, je ne me pose pas la question du avec qui je ris, comment je ris, consentement du rire, etc. Parce que je ne cherche pas à rire, je cherche juste à poser un trouble, et ce trouble, il concerne tout le monde. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, superbement. Oui. Mais il y a ce geste-là, effectivement, du blackface, donc du coup, qui est un détournement, qui est une parodie. Donc, quand on parle de rire, en fait, c'est différents registres et qui ne sont pas forcément pour la blague, mais qui sont effectivement à l'adresse de quelque chose de contestataire malgré tout. Et justement, sur cette question de formes de censure auxquelles tu as pu être confrontée là dans cet exemple-là. Corinne, toi que tu as beaucoup travaillé sur les formes du registre des rires dans les cultures notamment populaires, et donc effectivement cette question de délégitimation du rire ou des pratiques populaires sont quelque chose que tu connais bien. Et est-ce que tu pourrais revenir justement plus particulièrement sur ce phénomène, en particulièrement certains rapports de domination dont tu as parlé, Otomo, qui se produisent à l'endroit justement du rire comique? Oui, merci beaucoup Camille pour cette question. Camille, d'ailleurs, je tiens à te remercier puisque c'est quand même toi qui as organisé toute la scientificité de cette journée, et tu es une des rares en effet à travailler sur ce qu'on appelle encore des formes un peu illégitimes ou un peu à la marge à l'université. Donc nous sommes, vous avez bien compris, 4 universitaires, 2 hommes et 2 femmes. Les 2 femmes sont à la table ronde, les 2 hommes étaient en plénière. Je vous laisse réfléchir à cela. Et du coup... Mais je vous salue, Alain et Laurent, je vous aime aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais faire quand même plus. Je vais déjà me resituer, en fait, pour un petit peu dire d'où je parle, comme on dit, et peut-être un petit peu faire de la bibliographie matrimoniale pour faire un petit pendant avec ce qui a précédé. Donc, en effet, comme l'a dit Camille, je suis une des membres fondatrices de RIRE, Réseau international de recherche en humour. Et en fait, il y a là-dedans Yenmai Trangerva qui travaille sur la parodie, Nelly Kemener qui a écrit un livre qui s'appelle Les pouvoirs du rire, et Marie Duré-Pujol qui travaille en particulier sur le Café de la Gare, des choses comme ça. Tout ça pour vous donner encore une fois un petit peu de biblio. Et moi, j'ai fait ma thèse en fait sur les actrices. Et en fait, on me disait « Ah, Sarah Bernard ». Non, les autres. Les petites, les sans grade, celles dont personne ne parle. Donc un objet en fait illégitime. Et puisque tous les universitaires racontent leur vie, je vais aussi raconter ma vie. Un des grands moments de mon existence, quand j'ai compris que j'étais totalement illégitime, c'est qu'il y avait un séminaire où il y avait 2 interventions. D'abord, un éminent collègue qui travaillait sur les divas et moi qui travaillais sur les divettes. Il a évidemment parlé en premier et je me souviens encore, j'entends encore dans ma tête le bruit des sièges en fait, qui se refermaient quand les gens partaient, puisqu'évidemment, ça n'intéressait personne, les divettes, parce que les divettes sont des petites divas. Donc, il y a des petits objets, il y a des objets à côté, en fait, sur lesquels on ne travaille pas ou peu, et là, je reviens peut-être à l'indiscipline aussi,
Parce que Laurent le disait bien ce matin, hein, les universitaires, c'est être dans une discipline ou faire la discipline. Alors j'espère que ce n'est pas enregistré et qu'aucun étudiant ne m'écoute, puisque je suis pour l'indiscipline dans mes cours, mais non, ne leur dites pas. Et aussi, je suis pour l'indiscipline dans les disciplines, hein. Moi-même, je suis entre littérature française, littérature comparée, je traduis du suédois et je fais des colloques sur Jacqueline Maillan, donc c'est un peu compliqué pour les gens. Je ne traduis pas Jacqueline Maillan en suédois, mais ça sera sans doute en projet, et puis on fera un cabaret dessus, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. En fait, tout ça pour dire en fait que à l'université, travailler sur le cabaret, même travailler en fait sur les scènes d'humour, sur les comiques féminins, c'est pas facile en fait, parce qu'on nous oblige, enfin, on nous dit faites du transversal, du multidisciplinaire, de l'interdisciplinaire, et dès que vous en faites, ça ne va pas du tout. Moi, il me semble qu'il y a 4 termes sur lesquels se cristallise cette illégitimité ou cette indiscipline. C'est le populaire, le plaisir, le vivant et le corps. Le populaire, parce que l'université ne peut pas imaginer travailler sur du populaire, enfin elle le fait de temps en temps, mais en essayant de surthéoriser ce populaire, parce qu'en fait on fait des sciences humaines, et pour justifier notre place dans le monde, il faut travailler sur des choses que les gens ne comprennent pas, parce que si tout le monde les comprend, du coup il n'y a plus d'intérêt. Il y a aussi une sorte d'éthos du chercheur qui est qu'il faut être sérieux et tout ça, donc on ne travaille pas sur Jacqueline Maillan. Vous avez bien compris, on ne travaille pas sur Jacqueline Maillan. Je pense qu'on peut travailler mal sur Descartes et bien travailler sur Jacqueline Maillan, mais c'est autre chose. Et le populaire, du coup, il est un petit peu exclu du champ académique parce que quand même, vous n'allez pas en parler. Ça va avec le principe de plaisir ou le principe de rire, c'est-à-dire que quand vous travaillez à l'université, c'est une sorte de roman de formation, il faut des ordalis, il faut souffrir, et en même temps, il faut exclure tout plaisir ou toute honte, parce qu'il y a une honte à rire, en fait, des champs de recherche. Et puis, il y a la question aussi donc, du corps et du vivant. Alors, la question du vivant, la question du spectacle vivant, c'est plus intéressant. Pour le coup, il y a eu de l'indiscipline, c'est-à-dire que les études théâtrales se sont constituées comme une discipline après la littérature, justement pour aborder quelque chose qui était le spectacle vivant. Travailler sur des cabarets, et c'est pas à toi Camille que je vais dire ça, c'est aussi le problème de l'archive. Et le problème, en fait, c'est ce que tu disais aussi, en fait, sur des choses qui sont dans l'actualité, dans le moment, dans le Inc et Nunc, en fait. Et du coup, comment on fait pour enregistrer ça et ensuite analyser ça? Où est-ce qu'on perd le plaisir si on analyse? Donc ça, il y a cette question-là. Et puis la dernière question, c'est celle du corps. Et là, on en vient à des principes de domination, mais ce dont j'ai parlé, c'est aussi des principes de domination, hein, objet légitime ou objet non légitime, et en particulier la question du corps des femmes comiques, puisque je travaille beaucoup sur les femmes comiques. Dans les portraits, les femmes ne devaient pas sourire, ne devaient pas montrer leurs dents, et ne devaient surtout pas faire rire non plus. Et là, je vous renvoie aussi au Rire des femmes, un ouvrage de Sabine Melchior-Bonnet, qui a travaillé en fait sur l'exclusion des femmes et du rire. Pourquoi en fait? Parce que le corps, le rire, c'est le ventre ou le bas-ventre, c'est viscéral, c'est vulgaire, c'est le bas corporel, et ça ne va pas avec les idées du féminin. Et en fait, le fait de travailler sur les femmes, le corps, c'est venu un petit peu des études de genre et pour le coup de l'Amérique. Et là encore, petite biblio, The Gender of Laughter, en fait, qui est de Catherine Rowe Carlin. En fait, elle distingue finalement 2 rires féminins. Un rire un peu grotesque, farcesque, et qui va avec des corps un petit peu corpulents, mais pas un idéal de féminité, et un autre rire qui est le rire un peu spirituel, qui va avec des femmes fines. D'un côté, Roseanne Barr, si vous voyez encore qui c'est, et de l'autre côté, Daniel Darieux, Catherine Hepburn, ces gens-là. Et en fait, il y a une difficulté à penser aussi le rire des femmes, et à penser aussi les corps comiques. Et en fait, il me semble que le cabaret, pour le coup, est vraiment l'endroit où on peut investir des corps différents, des stéréotypes qui, justement, sont remis en jeu. Alors, il y a toujours... Est-ce que c'est une émancipation, en fait? Je ne sais pas si le rire permet l'émancipation et si le rire permet une transgression. Je clôt, parce que je ne vais pas prendre toute la parole et déborder, mais il me semble en tout cas que pour justifier... bon, déjà, il faut lutter contre ce principe de domination. Et puis, il me semble aussi qu'intégrer, par exemple, ces scènes à côté, ces théâtres à côté, pour reprendre le vocabulaire de Nathalie Coutelet, c'est-à-dire ce qui n'est pas au centre,
Et ben en même temps, ça permet de faire une histoire des spectacles et une histoire littéraire, non pas plus inclusive, mais juste cohérente. Je prends un dernier exemple. Je travaille aussi beaucoup sur Bernard-Marie Coltès, et on dit, mais qu'est-ce qu'il a été faire avec Jacqueline Maillan et Michel Piccoli? Mais sauf qu'en fait, si on prend en compte toute l'histoire, Michel Piccoli et Jacqueline Maillan se sont retrouvés au cabaret dans les années 50. Donc il n'y a rien d'incongru à cette rencontre, d'autant que Coltès, avec Hubert Gignoux, a lu du théâtre de boulevard. Donc en fait, et là on en revient à Terzieff, c'est cela et cela. Donc je pense qu'en effet, le cabaret peut permettre aussi, alors principe de subversion, principe de transgression, je ne sais pas, de franchir ces limites qui sont aussi des champs disciplinaires extrêmement cloisonnés, et il me semble que c'est absolument stérile de cloisonner ainsi. Ouais. Oui, mais je voulais juste préciser ce détail sur l'arrivée des femmes dans le cabaret, qui a été surtout chez les transformistes, c'est très récent. En fait, et Jean-Marie Rivière disait au début, comme dans les années 60, 70, quand il voulait monter des tableaux avec des femmes, il n'y avait aucune femme, aucune danseuse qui acceptait d'interpréter des rôles un peu drôles et un peu comiques et burlesques. Donc il a dit, moi j'ai travaillé avec les travestis, j'avais pas le choix. Mais en fait, c'était voilà, peu de personnes, peu de femmes se tentaient à jouer le jeu de l'humour. Et là, je vois que depuis 4-5 ans maintenant, il y a une belle arrivée des femmes dans le monde du transformiste. Alors c'était pas évident au début parce que c'était réservé aux gays et machin, c'était un petit peu chasse gardée. Donc il a fallu ouvrir un peu plus les bras. Et ça, c'est magnifique parce qu'elles peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire. Elles peuvent toucher des sujets qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est très complémentaire. Et c'est en ça que là, le nouveau cabaret amène quelque chose qui, voilà, on va vers quelque chose de... Il y a de nouveaux horizons. Merci pour les femmes. Est-ce que vous avez envie de réagir sur cette question justement de la place des femmes dans le cabaret, cette question voilà, des limites aussi du rire, ou ce rapport, tu en as un petit peu parlé avec la scène burlesque, mais je pense que c'est effectivement un sujet important. C'est plutôt une question qui est ouverte à tous les intervenants sur effectivement cette question des limites. Et puis, est-ce que, par exemple, la question du consentement des publics, ou de cette prise en compte, par exemple, de visibilité de toutes les minorités, femmes comprises, sont quelque chose auquel vous pensez dans votre manière de faire du cabaret aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est quand tu as dit il y a des femmes qui peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire par ailleurs. Tu as quoi comme exemple sur... Je pense à une artiste comme Clochette qui était voilà, qui avait un rapport à la sensualité, et qui touchait les gens et tout ça. Mais du coup elle pouvait être dans un autre degré que l'humour. Elle pouvait se permettre quelque chose qui était, oui, et qui était de l'ordre un peu même enfantin, un peu comme une petite fée Clochette. Enfin, c'est en plus son nom, ça lui allait bien. Donc elle traitait de quelque chose, une façon de traiter l'événement, parce que pour moi le cabaret c'est plus à vivre qu'à voir. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de barrière entre le public et la scène. On vit un moment, et la féminité et les femmes amènent quelque chose que nous, hommes, on aura beau avoir tous les personnages les plus glamour possibles, on ne peut pas atteindre, parce que c'est une autre polarité, c'est quelque chose d'autre. Donc voilà, ça multiplie les champs de possibles. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Corva, pardon. J'étendrai même, alors là je prêche encore une fois pour ma chapelle, quand je parlais du trouble tout à l'heure, c'est vrai que quand je monte un cabaret, une des premières choses, plus que cabarettiste, je suis un montreur d'ours, c'est-à-dire que j'essaye de venir avec des créatures ou genre flou, et surtout voilà, avec un énorme magnétisme scénique, mais qui effectivement ont tendance à exploser les codes. Pas seulement sur des questions justement de fluidité de genre, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est quasi systématique,
Mais aussi, je pense à une artiste comme Kaya, qui est bodybuildée, qui est femme, cis, mais en même temps, on ne sait pas trop. Et en même temps, avec le bodybuilding, ça devient, elle est complètement ailleurs. Elle est à un endroit, vous lui mettez un masque, vous ne savez plus du tout ce que vous voyez, mais ça devient vraiment une créature, une matière corporelle. Donc ça, c'est le premier point. Ça a été un peu évoqué tout à l'heure aussi. Kova l'a très bien dit dans sa première intervention. Je crois que le principe, pourquoi ce trouble, c'est pas tant ce que nous, en tant que cabarettistes ou artistes de plateau ou de cabaret, sommes capables de faire, parce que si on fait du cabaret, ça veut dire qu'on est aussi des créatures de la nuit, c'est presque induit dans notre ADN. Ce qui est intéressant, c'est comment on arrive à infuser, propager cette chose dans le public le plus large possible et, selon mon point de vue, le plus diversifié possible pour arriver à une même alchimie où justement ce magnétisme, cet encanaillage, ce libertinage, ce trouble sur les attractions-répulsions où on ne sait pas pourquoi on se dit hétérosexuel, sûr et certain depuis des années. D'un seul coup, vous voyez Quentin D qui arrive avec ses tatouages et vous ne savez pas trop ce que vous voyez. Vous dites, je suis peut-être hétérosexuel, mais finalement, l'espace d'un instant, pourquoi pas? Et ça vous trouble et vous repartez. Et ça, en l'occurrence, dans mes cabarets, j'adore les fins de spectacle pour ça parce que je suis très friand de regarder ce qui se passe, comment les gens vont se magnétiser sous telle et telle personne. Et souvent, avec une audace, une ouverture d'esprit. Et je pense que notre subversion, elle est aussi énormément là. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé cette chose-là. Et ça rejoint ce que vient de dire Kova. C'est la question aussi de l'instant. Parce que rire de tout. Moi, je ne me pose pas cette question du rire parce que Kova dit une deuxième chose qui, je le souligne aussi parce que c'est des choses simples mais qui sont hyper essentielles. C'est-à-dire que quand on est sur le plateau et qu'on est vraiment à sa place dans le pourquoi on fait du cabaret et qu'on n'est pas dans un gimmick de cabaret, la petite fenêtre de tir dont parlait Kova tout à l'heure, on sait quand on peut la prendre ou pas. Et peu importe qui y a dans la salle, on le sent, c'est une énergie, c'est l'énergie de ce qui se passe. On sent si on peut se dire, ouais, je vais aller là-bas, je touche ça, ça va être hyper sulfureux, ça va passer ou ça va pas passer. Et en fait, oui, les 3/4 du temps. Et on a du rire. Et le rire, ça va exorciser. Et ce qui est souvent intéressant, on a du rire parce que, a fortiori, quand ça brûle un peu. C'est-à-dire quand on va toucher un endroit et que nous-mêmes, on prend le risque de dire, ouais, on l'attend, celle-là, baf. Et là, ça va faire rire tout le monde. Parce qu'il y a cette audace, il y a ce côté osé, il y a ce côté quand même, il n'a pas été dire ça, bah si, il l'a dit. Et c'est trop tard. Donc, sous ça, c'est un petit peu cette chimie-là qu'on essaye de mettre en place. Enfin, je sais rien. Ce truc de l'accident aussi, ça fait partie du cabaret, l'accident, ce qui dérape, ce qui n'était pas prévu. Et souvent, ça tient à ça. La soirée bifurque après les accidents, en fait. Donc voilà, ça complète un petit peu le petit truc. Ouais, non, je me disais aussi que c'était, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, cette idée de l'instant et de l'instantané, où finalement, dans un endroit assez intime, on peut faire corps, en fait, faire un seul corps à un moment donné avec l'audience qui est là, où la limite, en fait, entre le performeur, la performeuse et le public, elle est super floue, super trouble. Et finalement, c'est cette expérience-là que la personne va ressortir avec et va peut-être fissurer ou décaler un tout petit peu son point de vue. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est pour ça qu'il en faut de plus en plus de cabarets, parce que c'est peut-être ce seul endroit qu'on peut toucher et fissurer et proposer en tout cas d'autres façons de voir, ou en tout cas de se remettre en question, quoi. Alors je revenais juste en fait pour le coup à l'entrée dans le champ académique, puisque avec ce que vous dites, c'est là où on voit aussi la difficulté à faire entrer dans le champ académique, hein, l'accident, l'événement, la chose qui se passe différemment, ou ce que tu disais en fait, les réactions du public, c'est-à-dire un rire, mais un rire peut être gêné, pas gêné, et comment en fait on rend compte de ça, mais même si on travaille sur les spectacles du 19e, on a la même chose, hein, de temps en temps on a des comptes rendus dans les journaux, mais le compte rendu dans un journal d'une séance, et puis sur des choses un peu stéréotypées, les applaudissements, les huées et tout ça, donc c'est aussi un objet difficile à appréhender tellement il est mouvant et tellement il est vivant en fait, hein, donc c'est aussi pour ça que c'est difficile de l'entrer dans le champ, en fait. C'est difficile de le prévoir, en fait. Voilà, on peut avoir l'idée en tête de créer un moment, un trouble, comme tu disais, mais des fois, tu as l'idée, mais il n'y a aucune porte qui s'ouvre, donc il faut ouvrir une autre porte.
Des fois, c'est le public qui te donne la réponse, alors que tu n'arrives pas avec une charte à exécuter. C'est ça qui est bien. Donc, il y a une prise de risque et être ouvert justement à l'accident. Et donc, tout ça mélangé crée un état d'âme. C'est ça que je disais au départ. Et c'est ça que les gens peuvent ramener. Cette audace-là, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de ramener ça dans ma vie. Cette façon de marcher, ça, j'aime bien. Des fois, c'est des petits détails qui peuvent déclencher chez les autres des grandes histoires. Donc, voilà. Les fringues. Oui. C'est-à-dire, même, ça part même de choses aussi triviales que Exactement. l'audace vestimentaire, L'audace. qui fait qu'à un moment... D'ailleurs, c'est une chose qui change énormément, parce que sur la question, alors ça rejoint ce qui était un peu dit ce matin, mais la problématique de l'institutionnalisation à l'intérieur de ça, c'est toute une question, parce que je ne suis pas cabarettiste, et pour autant, je fais du cabaret depuis plus de 20 ans, et il y a 15 ans, quand j'organisais des cabarets, c'était extrêmement underground. Vous aviez des effeuilleuses burlesques, néo-burlesques, du sideshow aussi, parce qu'on l'oublie que le sideshow est aussi une des constituantes du cabaret. Et vous aviez un public souvent, voilà, néo-burlesque aussi, swing, dress codé, on sortait. Enfin, c'était une sorte de communauté réémergente, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ça s'est démocratisé, énormément popularisé. Ce qui est très bien, on joue sur des grands plateaux, ce qui est très bien aussi, mais la problématique, c'est qu'on commence à avoir aussi les contraintes qui viennent se greffer à cette situation. Par exemple, l'accident est beaucoup plus facile et beaucoup plus gérable pour un artiste, est presque souhaitable dans l'esprit réel du cabaret, ce caractère impromptu du bar, où justement il y a ce côté bonne franquette qui nous permet, nous, de partir en dérapage, que d'être dans une salle comme ici, ce qui a été mon expérience il y a encore quelques temps, parce que j'ai fait la Blavatsky ici. Vous arrivez, vous avez 550 spectateurs, vous êtes là, vous êtes attendus, les gens ont payé quand même une certaine somme dans un cadre, avec un programme, avec un ensemble. Derrière le rideau, c'est pas la même. Surtout que vous avez toujours les mêmes 48 heures pour préparer votre show, si tout va bien, voire vous arrivez le jour même, mais en tout cas, vous avez peu de temps, vous êtes dans la même urgence que le cabaret réel, sauf que le lieu, lui, induit déjà des choses. La deuxième chose aussi, tout n'est pas... moi, je mets du feu partout. Alors ici, c'est génial parce que David, Bruno a été super parce qu'il s'en fiche. Mais du coup, j'ai pu brûler la moitié du chapiteau. Mais dans plein d'endroits, on ne pourrait pas faire ça. La question de la nudité, ça a été évoqué ce matin. Voilà, la nudité, c'est une constituante quasi permanente de tout ce que je fais. Et donc, l'institutionnalisation, elle a cette chose elle peut figer la forme et les attentes aussi. La question du sideshow, c'est tout ce qui est sideshow, freak show, c'est-à-dire dans la continuité Sir Barnum, ça a de la femme à barbe, même s'il n'y a plus de vraie femme à barbe, mais ce rapport, je ne sais pas, comme la morte, avec le fait d'utiliser des aiguilles, de manger, de sauter dans le verre pilé, manger du feu ou autre. C'est-à-dire cette idée effectivement, de fakirisme, on va dire, de post-fakirisme. Est-ce que, sur la question justement de l'irrévérence, et puis pour revenir un petit peu, c'est vrai, à ce fil conducteur de l'institutionnalisation du cabaret, qui est quand même aussi l'actualité de cette rencontre, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir avoir toutes les réponses à ces questions, mais cette question effectivement de l'espace du cercle, en fait, de pouvoir faire des prises de risque dans un cadre safe, de pouvoir effectivement faire ces gestes-là. Moi, je me demandais si on pouvait un petit peu peut-être observer la place du cabaret sur la société. Enfin, est-ce que c'est dans le contexte actuel aussi, on a parlé d'actualité. Enfin, quelle est la nécessité de cette irrévérence-là aujourd'hui, en fait? Enfin, quelle nécessité politique, poétique à faire du cabaret aujourd'hui? Peut-être c'est une question large et voilà, et on n'a pas 3 heures pour pouvoir en débattre. C'est une grosse question, mais si on peut après ouvrir à la salle sur ce dernier point de la conversation. En fait, maintenant, le cabaret arrive dans une époque où il est à la portée de tout le monde, de plus en plus. Avant, quand on faisait ses carrières de cabaret, les gens qui choisissaient de faire du cabaret, ce n'était pas pour devenir des stars, c'était par passion déjà. Voilà, c'est comme maintenant,
tout était à la portée de tout le monde. Il y a une époque où le sport c'était réservé aux riches, la musique c'était réservé aux musiciens, le cabaret c'était réservé à ceux qui avaient fait ce choix de vivre comme ça. Et quand on disait, moi quand j'ai commencé le cabaret, ma famille me disait, est-ce qu'il va pas faire de la prostitution avec? Donc voilà, moi je voyais pas le rapport, mais eux ils voyaient le rapport. Donc maintenant, les gens ont le choix en fait de s'inspirer du cabaret pour vivre. Cette façon d'être on n'a pas besoin de faire ça d'une façon professionnelle. On peut approcher le cabaret pour s'améliorer déjà soi-même par rapport à soi-même. C'est pour ça que c'est important, puisqu'on est tous dans le faire. Être, c'est la prochaine destination. Donc être, donc ceux qui sont à l'aise avec être, c'est des vrais tuteurs. Donc le cabaret se pose là vraiment parce qu'on expérimente des façons d'être, de faire, et ça inspire les gens. Donc c'est en ce sens-là que c'est utile aujourd'hui d'aller dans cette direction. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Oui, pardon. Peut-être aussi, tu disais là, il y a 2-3 minutes, les histoires des minorités. Et tu mettais la femme dans les minorités. Moi, putain, j'ai toujours du mal à l'entendre, mais c'est pas faux. Mais en même temps, il y a les vraies minorités, enfin les vraies, il n'y a pas les vraies, les fausses. Peut-être que là, précisément, oui, c'est séduisant et terrifiant en même temps que le cabaret puisse peut-être arriver dans les institutions en même temps. Il y a un vivier tellement pullulant qu'à mon avis, il y aura toujours des choses qui passeront au travers des mailles du filet et il y aura toujours des choses qui n'intéresseront pas les institutions. Tant pis, tant mieux, il n'y a aucun jugement là-dessus. Peut-être de la nécessité de faire cabaret aujourd'hui, ben précisément parce qu'il y a des dangers politiques et que le cabaret et la politique, qu'on le veuille ou non. Moi, j'aime beaucoup cette histoire de trouble. Moi, quand je travaille au Banilon, on est tous d'accord qu'on ne donne pas directement, la porte n'est pas directement ouverte à un discours politique. Par contre, c'est aux gens à réfléchir. S'ils voient sur scène des vieux, des gros, des nains, des handicapés, pourquoi ça choque dans la rue, pourquoi ça ne choque pas à 20h30 ? Et là, on a un peu gagné un pari. On fait un petit peu avancer la machine. Pas de beaucoup. Et en plus, nous, derrière, le rire, évidemment, ça ne se provoque pas, ça ne se travaille pas, ça ne s'écrit pas. Mais quand ça se passe bien, il arrive parce que c'est naturel et que ça fait du bien et que c'est un rapport direct au plaisir. Et donc voilà, la nécessité de cabaret, c'est peut-être faire ça, c'est essayer de conserver ses fragilités, parce que c'est très dur même quand même de vivre entre nous, entre minorités, ça ne se passe pas toujours. Là, par exemple, ce week-end, dans nos interprètes qu'il y avait dans les Banilons, putain, c'est le seul noir qui a annulé, quoi. C'est le noir qui a annulé, quoi. On est dans la merde. Non, mais je plaisante, parce qu'on se dit, putain, déjà, c'est difficile de se mélanger, quoi. C'est difficile. Parce que depuis des millions d'années, il y a des disciplines qu'on interdit ou qui sont plus difficiles à aborder. Parce que l'handicapé, pour faire du cirque, c'est compliqué. Tu me le confirmeras. Ça demande ça demande beaucoup d'argent pour faire monter quelqu'un sur un cerceau ou sur je sais quel autre agrès. C'est compliqué, etc., etc. Et donc tout ça, oui, voilà, il faut faire cabaret parce que c'est très fragile, c'est fragile. Et déjà, on ne voit pas beaucoup de vieux. Là, à peine on a le droit de se marier entre homosexuels que c'est déjà compliqué. On ne peut pas faire d'enfants. Il y a d'autres pays où ça se passe moins bien. Et il y a des pays, toujours les mêmes, où il y a encore la peine de mort. Pas gagné. Donc là-dessus, j'ai l'impression que ça lutte un peu plus chez nous et de manière un peu plus rapide parce qu'effectivement, il y a toujours ce rapport à l'actualité qui, dans certains cabarets, qui traitent plus de l'actualité ou qui traitent qui ont toujours souvent un peu plus un mot sur la politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je sais pas, Poussière, la bouche aussi. Soa, il ouvre souvent là-dessus. Il y a un discours. Et ça, c'est... En tout cas, on est un peu porteur de ça, plus qu'ailleurs.
Alors moi, j'ai Pas l'impression... plus qu'ailleurs, pas plus que peut-être que certains stand-uppers qui sont très enfin voilà, ou qu'un Guillaume Meurice ou que genre, tu vois, ou ce genre de truc. Mais on aime ou on n'aime pas, on s'en fout, il le fait. Mais peut-être plus que dans un théâtre classique ou à l'Opéra de Paris. Même s'ils ont un faire-valoir en étoile. C'est mieux que rien. Moi, j'ai l'impression que c'est difficile de toute façon de ne pas dire qu'il faut de l'irrévérence, et surtout maintenant, en fait, voire pour les 2 années à venir. Mais Et on après... s'en rend pas compte qu'on fait de l'irrévérence. On le fait. Oui, oui. Pareil, non, mais je parle justement d'un point de vue. Je parle justement d'un point de vue extérieur. Mais et puis en plus, j'ai l'impression aussi, mais ça rejoint ce que vous dites, c'est que depuis tout à l'heure, on dit le cabaret et qu'on devrait dire en fait les cabarets, puisqu'en fait, il y a aussi cette entrée du cabaret en régime médiatique et en régime marchand, et finalement une sorte de cabaret mainstream qui peut-être va vers l'institution, et ce que tu as appelé les zones de fragilité ou les zones d'accident ou les zones d'événements qui vont rester extrêmement justement précieuses pour la force politique, au sens aussi de vivre dans la cité en fait, qui sont là. Pour le coup, Maurice fait aussi un exemple de quelqu'un qui est sorti du régime médiatique pour aller ailleurs en fait, dans un autre. Donc là, on revient à la question des lieux finalement aussi. Oui, et puis peut-être la question de l'effet de mode aussi de ce moment-là, des nouvelles générations qu'on va effectivement, voilà, tu parlais de l'esprit aussi du cabaret au départ. Enfin, qu'est-ce que ça peut aussi provoquer cette institutionnalisation ou le fait que ça puisse toucher d'autres publics? Comment on s'empare de cette scène-là pour dire quoi? Enfin, quelle est l'évolution aussi donc il y a aussi cette question médiatique d'utiliser la scène. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est très nouveau parce que avant, là, c'est un bonheur de parler du cabaret aujourd'hui. Moi, en 50 ans, c'est la première fois que j'en parle. Donc, c'est très nouveau. Donc, déjà, voilà, la médiatisation, elle fait partie de l'enjeu d'aujourd'hui. Donc, il y a plein de jeunes qui veulent faire ça parce qu'ils ont besoin. Pour certains, ils ont du talent. Pour d'autres, c'est le moment de faire ça dans leur vie parce qu'ils ont besoin d'attention. Enfin, on sait que c'est vecteur d'un regard. Donc, il y a du bon et du moins bon. Forcément, il y a des choses qui vont pas plaire à tout le monde, mais ça fait partie du jeu. Je pense que voilà. La télévision joue son rôle aussi là-dessus avec les émissions comme Drag Race et tout ça. Et en fait, le cabaret est né et cette renaissance du cabaret est due aussi au questionnement sur le genre. Dans les 5-6 dernières années, c'est ce qui a fait que les médias se sont intéressés au cabaret parce qu'il y avait un questionnement sur le genre. Donc, on a tout amalgamé, alors que nous, à notre époque, on ne mélangeait pas les drag queens et les créatures. On était dans 2 mondes séparés. Les drag queens, c'était les clubs, et les créatures, c'était la scène. Et maintenant, quand tu dis je suis une créature, les gens disent qu'est-ce que c'est? Ok, je fais du drag, c'est bon, ils ont gagné. Voilà, parce que la télé a pris le truc, ils ont gagné. C'est pas grave en soi, mais il faut s'adapter à ce qui se passe. Pour rebondir effectivement à la circulation, pour moi, la nécessité du cabaret aujourd'hui, et peu importe l'endroit, là pour le coup institutionnel ou pas, je crois que dans un monde hyper polarisé, comme celui qu'on vit en ce moment, toute conviction politique confondue, je pense qu'il faut des espaces, encore une fois, de troubles, donc d'ambiguïté, de paradoxe, d'équivoque, parce que ça génère aussi du débat, de la pensée et surtout de la créativité, c'est-à-dire voilà, ça oblige aussi, et qu'on en a parlé tout à l'heure, moi je viens de l'Est, on est très comme ça dans l'Est, dans la scène post-punk de l'Est, c'est la première chose à déglinguer, c'est soi-même. C'est-à-dire que la première target sur laquelle il faut mettre le pistolet, c'est sur soi. Parce que c'est tellement convenu et facile de pointer un bouc émissaire et puis de partir dans une grande théorie. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit toujours le bon espace. On n'est ni sociologue, ni politologue. Les enjeux sont complexes. En revanche, le trouble, c'est rappeler en fait la nature même du monde. C'est-à-dire qu'au-delà même des communautarismes, etc., on a des individus. Chaque individu est une singularité en soi et elle doit avoir la possibilité
d'exprimer sa singularité en toute liberté et en tout épanouissement, quelle que soit sa singularité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la question du désir. Dans un monde qui nous atrophie, nous demande en permanence voilà, de faire des efforts, de ceci, de cela, les angoisses qu'on se met nous-mêmes, etc. Encore une fois, je reviens sur la question, le cabaret, c'est cet espace du désir, tous les désirs. Le désir de sortir, le désir de s'encanailler. On va au cirque électrique, on se dit ah, ce soir on va au cirque électrique. Et voilà. Moi je fais partie d'un groupe, ils sont 60, c'est les poissons du cirque électrique. C'est pour savoir exactement quand ils vont au cirque électrique. Ça j'espionne, après je dis à Hervé, là-bas j'ai dit ce soir ils sont 43. Et, du coup, et voilà, il y a ce désir, on sait qu'au cirque, c'est pas ce qu'on va voir, machin, mais on va au cirque parce qu'il y a un état d'esprit. Le lieu a un état d'esprit. Qu'on aille voir le cabaret décadent ou les propositions du cirque. C'est ce désir de sortir, de rencontrer des gens. Et qui est-ce qu'il va y avoir dans la revue cette année? Oh, elle vient de je sais pas où, il vient de... Ah, génial. Il faut qu'on retrouve cette chose-là. Puis alors après, on vous aide un peu, on boit un peu de champagne, tout ça. Après, on ne sait plus trop ce qu'on voit. Et là, il y a un deuxième effet qui se coule du désir qui arrive. Et là, ça devient intéressant. Pour moi, c'est ça, le cabaret. Est-ce qu'il y a des réactions, des gens qui voudraient intervenir? Ouais, il y a des micros qui devraient circuler. Ok, c'est bon, c'est bon. Merci, Namaste Beach. C'est super passionnant. Je me permets d'intervenir. Corinne, en parlant du rire et des femmes et de ce corps impensé, me vient à l'esprit que peut-être le cabaret serait né dans les salons du 18e, tenu par des femmes, justement, en entendant dans ma mémoire le rire de la Verdurin. Et je ne sais pas, ça m'est venu tout à coup, et c'était une soirée privée, et de traverser certains cabarets où parfois on est invité à aller jouer dans des soirées privées, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé là, parce qu'on est dans l'institution. Ce rapport à l'interdit politique, à la prestation monnayée en tant que créature, freak ou monstre, je trouve ça hyper intéressant et ça n'a jamais été abordé dans les histoires de cabaret auxquelles on a accès depuis quelques mois. Ça me vient là tout à coup par cette histoire du rire de la femme et je trouve ça super émouvant. Écoute, je suis contente d'avoir participé à une révélation de ta part. Mon existence, au moins, aura une certaine utilité. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le privé, le public en même temps. Le fait que ça se passe dans des salons qui sont quand même des choses super codifiées, super mondaines. Hein, alors que là, du coup, on dit plutôt le lit. Et puis en même temps, le public est un public en connivence. Enfin, je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir. Mais qui échappait quand même au pouvoir institutionnel, en tout cas, Ouais. des salons. Hein. Ouais. Alors, ce que tu dis en tout cas sur la Verdurin, Odette et tout ça, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est le populaire qui arrive chez les aristos et c'est Proust au cabaret, mais ce sera un prochain sujet de thèse que je donnerai bientôt en fait. Proust et les spectacles populaires, parce que de fait, il parle beaucoup des pseudo-Rachel et tout ça, mais en même temps, il y a une appétence pour les spectacles populaires qui s'encanaillent. Ouais. Oui, absolument. Ou même on faisait venir Teresa, on fait venir des créatures, parce que ce public-là, ne se compromet pas en allant à l'Alhambra écouter Teresa, et donc fait venir Teresa dans ses salons privés en invitant des gens, ou alors les orchestres aveugles pour les soirées libertines, des choses comme ça. C'est un truc qu'on n'a jamais abordé, la notion de soirée privée, et en fait c'était pas que des mecs qui se bourraient, c'était pas que de la philosophie de comptoir en fait, de mecs qui rentraient plus tard chez Bobonne, quoi. Ça me vient là, tout à coup. Mais en même temps, il y a quand même un lieu qui s'appelle Le Secret, donc on joue quand même avec ça aussi. Qui n'en est plus un depuis très longtemps. Il y a d'autres prises de parole. Je ne vois pas les mains levées. Monsieur, là, plus là. Oui, alors moi j'aborderai 2 points. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, nous on se publie
dans n'importe quel lieu. Et il nous est arrivé une fois de nous produire en place publique dans un lieu qui était, en tout cas au point de vue cabaret, tout à fait atypique, puisqu'il s'agit d'un lieu, c'est une banlieue de Troyes qui s'appelle le quartier Mogou. Et donc là où vous avez une population qui n'est pas forcément francophone, et donc lorsque vous produisez quand même avant le spectacle, vous posez la question, est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'on ne connaît pas la réaction forcément des gens. Et mon agréable surprise a été que ça a fonctionné, mais alors, comme on dirait, feu de Dieu. Et donc, je veux dire, quelquefois nous-mêmes, on a des appréhensions, et en fin de compte, on se met des barrières qu'on ne devrait pas avoir, tout simplement. Parce que la preuve, que ce soit n'importe quel lieu, si vous avez un état d'esprit à pouvoir transmettre quelque chose, ne serait-ce que votre bonne humeur, eh bien, je pense que le public réagira dans cette voie. Ma deuxième sujet qui est un petit peu sur le fait des femmes, j'aime pas ce mot minoritaire, mais enfin, qu'il y ait une différence, voilà. On a fait, là, il y a pas très longtemps, un spectacle caritatif pour aider une association qui est donc, en fin de compte, des dames qui font un défilé pour être élues Miss donc plus belle en forme. Donc vous voyez, il y a déjà pour trouver les candidates, parce qu'il faut quand même elles-mêmes dans leur état d'esprit pouvoir faire ce chemin à dire je vais aller me produire, je vais aller sur scène, il va falloir que je fasse un peu de chorégraphie, il va falloir que, enfin voilà, il y a toute une mise en scène à pouvoir faire pour pouvoir désigner donc cette belle mise en forme. Eh bien là c'est pareil, cette soirée, donc nous on avait évidemment un petit spectacle à faire, mais c'est pas surtout ça qui m'a interpellé, c'est surtout le fait que ces femmes ont eu le courage de pouvoir le faire. Et ça, c'est formidable. Parce que ça vous marque. Parce que ces femmes, elles sont chez elles sont un peu retranchées dans leur... oui, c'est pas les défilés de Miss Dior ou Chanel, hein, et voilà quoi. Et elles l'ont fait. Donc ça, c'est formidable. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui évoluent et dans le bon sens, et fort heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc c'est Miss Belle en forme, on va continuer à les suivre et si on peut, on les aidera. Voilà. Oui. Je m'appelle Nadège Marouta, je suis spécialiste du French Cancan, auteur et chorégraphe. Je voudrais dire que, justement, en ce qui concerne le courage des femmes, je voudrais rendre hommage aux danseuses de cancan des années 1830, 1857, qui ont improvisé, qui ont osé danser seules sans être guidées par un homme, et qui ont aussi osé s'amuser, rire. C'est pour ça qu'elles étaient arrêtées et emprisonnées à Saint-Lazare. Ce n'était pas parce qu'elles levaient les jambes et qu'elles montraient quelque chose, c'était parce qu'elles osaient être elles-mêmes. Et aussi, le cancan est passé, c'est dénaturé. Les pas avaient une signification politique contre l'Église, contre l'armée, contre la morale. Tout ça, ça s'est bien perdu et c'est bien dommage parce que maintenant, on a en général un cancan qui est triste, avec des femmes qui sont toutes pareilles, toutes uniformisées, avec le même costume, le même sourire, la même taille. Et je trouve ça
dommage. Et en ce qui me concerne, heureusement, avec Jérôme Savary, j'ai pu remettre des pas de Cancan à l'honneur contre l'armée, qui se moque de l'armée, qui se moque de l'Église, qui évoque l'homosexualité, la masturbation, puisque les femmes aussi, justement, osaient parler de sujets qui étaient normalement réservés aux hommes. Voilà, donc j'espère avoir l'occasion de remonter un Cancan vraiment tout à fait rebelle et conforme à l'idée de départ que je trouve vraiment formidable, et parce que le Cancan est une danse féministe avant tout. Et pour préciser aussi, pour parler du Cancan, le Cancan, c'était un moment qui était partagé avec le public, puisque ce n'était pas sur scène, c'était sur le dance floor. Et en fait, les danseuses entraînaient les gens. C'est ça qui a fait le succès du Cancan. Ce n'est pas le fait de soulever la jambe. Et en plus, il y avait des codes dans le fait de soulever la jambe. Ça voulait dire mélangez-vous. Paris, on a inventé, on est la première ville au monde à mélanger les riches et les pauvres. Donc, aller s'encanailler, c'est un peu notre ADN, quoi. Donc, et elle c'était l'ambassadrice de ça, de ce mélange, mélangez-vous. Et c'était sur le dance floor. Alors, je rappelle aussi, bon, effectivement, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, qu'il y avait des contrôleurs de culottes à l'époque, des French Cancan, une délégation de police qui était là pour contrôler si elles avaient vraiment des culottes, parce qu'il y en a qui ne mettaient pas de culottes. Donc, à l'époque où on voyait que la cheville d'une femme, ça mettait les hommes en émoi. Alors, imaginons, en voyant tout ce qu'on pouvait voir. Mais c'est surtout l'esprit de fête qui a dominé, et le fait d'emmener le public, plutôt que de voir un vrai ballet. Oui, excusez-moi, les danseuses de Cancan qui avaient leurs pantalons ouverts étaient moins punies que les femmes qui avaient leurs pantalons fermés, puisque dans le code vestimentaire, les femmes se devaient d'avoir un pantalon ouvert pour ne présenter aucun obstacle au sexe de l'homme. Donc, voilà, il faut comprendre quand même. Ouais, et les danseuses de Cancan ont justement cousu leurs pantalons. Le cabaret, c'est quelque chose qui se vit ensemble, et ce n'est pas en fait un spectacle qu'on regarde de loin ou à la télévision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut rire de tout. Bon, des pros, j'avais dit, mais pas avec n'importe qui. Et je dirais plutôt avec toi, David, on peut rire de tout à un certain moment et à un certain endroit. Et cet endroit, c'est le cabaret. Et c'est le cabaret de l'invention et des petites formes. Et effectivement, ça me semble assez difficile de produire un cabaret à Bercy ou au Stade de France avec des écrans géants qui nous montreraient des détails qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais voilà, le cabaret, c'est quelque chose qui se vit. Une belle phrase de conclusion, de remettre effectivement l'expérience festive, la danse et encore plus le Cancan qui mériterait une journée à part entière. Pour peut-être nous acheminer vers la pause café et reprendre nos festivités pour la dernière table ronde, donc sur la question de faire discipline. Voilà. Merci à l'ensemble des intervenants.